Black Coffee par Agatha Christie, partie 3 du livre audio. Chapitre 7. Sitôt la pièce désertée, Hastings, ne tenant plus d'impatience, se précipita sur Poirot. « Eh bien, qu'en pensez-vous ?»« Fermez la porte, je vous prie, mon tout bon », fut la seule réponse qu'il obtint. Tandis que son ami s'exécutait, Poirot regarda autour de lui avec un lent hochement de tête. Puis il commença à errer de ci, de là, examinant les meubles en détail, se penchant à l'occasion par terre. Soudain, il se baissa pour examiner la chaise renversée, celle sur laquelle le secrétaire Edward Raynor était assis lors de l'extinction des lumières. En dessous, il ramassa un petit objet. « Qu'avez-vous trouvé ?» lui demanda Hastings. « Une clé, mon bon ami, » répondit Poirot. « Une clé qui me semble être celle d'un coffre. J'ai remarqué qu'il y en avait un dans le cabinet de travail de Sir Claude. Auriez-vous la bonté de l'essayer et de me dire si elle l'ouvre, Hastings ?» Hastings la lui prit et s'enfuit dans le cabinet de travail. Pendant ce temps, Poirot s'approcha du corps du savant, fouilla la poche du pantalon, en sortit un trousseau et examina chaque clé de près. Hastings revint et confirma que l'autre ouvrait effectivement le coffre. « Je crois deviner ce qui s'est passé, » poursuivit Hastings. « Sir Claude l'aura laissé tomber et... Il s'interrompit. Poirot secouait lentement la tête d'un air dubitatif. « Non, non, mon bon ami, vous n'y êtes pas. Donnez-la-moi, s'il vous plaît. » Il fronça les sourcils comme quelqu'un qui serait soudain en butte à la perplexité. Il prit la clé précédemment remise à Hastings et la compara à l'une de celles du trousseau qu'il avait extrait de la poche de Sir Claude. Puis il remit le trousseau dans la poche du mort et brandit la clé solitaire. « Ceci, Hastings, mon tout bon, est un double. » Exécuté de façon grossière, certes, mais qui a néanmoins rempli son office. « Ce qui veut dire, » commença Hastings, tout excité. Il fut interrompu par un geste d'avertissement de Poirot. Une clé tournait dans la serrure de la porte qui menait dans le hall de devant et aux étages supérieurs de la maison. Les deux hommes virent la porte s'ouvrir lentement et Treadwell, le majordome, apparut dans l'encadrement. « Je vous demande pardon, monsieur, » dit-il en pénétrant dans la bibliothèque et en refermant derrière lui. « Mon maître m'avait dit de verrouiller les deux issues de cette pièce jusqu'à votre arrivée. Mon maître... » Il s'interrompit en voyant la silhouette inanimée de Sir Claude dans le fauteuil. « Votre maître est mort, » fit Poirot. « Puis-je vous demander votre nom ?»« Treadwell, monsieur. » Le majordome se dirigea vers le devant de la table bureau sans quitter le cadavre des yeux. « Mon Dieu, pauvre Sir Claude !» murmura-t-il. Puis il se tourna vers Poirot. « Je vous prie de me pardonner, monsieur, mais le choc est si grand. Puis-je vous demander ce qui est arrivé ? S'agirait-il d'un meurtre ?» « Pourquoi cette question ?» Baissant la voix, le majordome murmura. « Il s'est passé des choses étranges ce soir. »« Ah ?» fit Poirot en échangeant un regard avec Hastings. « Parlez-m'en de ces choses étranges. » « Je ne sais trop par où débuter, monsieur, » répondit Treadwell. « Je crois que j'ai commencé à ressentir une impression bizarre quand le monsieur italien est venu prendre le thé. »« Le monsieur italien ?» ?»« Le docteur Carilli. »« Il est venu prendre le thé de façon impromptue ?»« Oui, monsieur. Et quand Miss Amory a vu combien il était ami avec l'épouse de monsieur Richard, elle lui a demandé de rester pour dîner. Mais si vous voulez mon avis... » Il s'interrompit et Poirot l'exhorta doucement. « Oui ?»« J'espère que vous comprendrez, monsieur, qu'il n'entre pas dans mes habitudes de cancaner sur le compte de la famille. Mais puisque mon maître est mort... » Il s'interrompit de nouveau. «
Oui, oui, je comprends, le réconforta Poirot. Je suis sûr que vous lui étiez très attaché. Treadwell hocha la tête avec componction et Poirot poursuivit. Sir Claude m'a fait venir dans le but de me révéler un secret. Vous devez me confier tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors, voilà. À mon avis, répondit Treadwell, Mrs. Lucia ne tenait pas du tout à ce que le monsieur italien soit convié au dîner. J'ai bien vu son visage quand Miss Amory a lancé l'invitation. « Quelle est votre impression personnelle sur le docteur Carelli ?» demanda Poirot. « Le docteur Carelli n'est pas des nôtres, monsieur, » répondit Treadwell avec hauteur. Ne saisissant pas très bien la remarque du majordome, Poirot interrogea du regard Hastings qui se détourna pour masquer un sourire. Après avoir lancé à son ami un petit froncement de sourcils réprobateur, Poirot revint au domestique, lequel restait d'une impassibilité parfaite. « Aviez-vous trouvé bizarre, s'enquit Poirot, la façon dont le docteur Carelli s'était introduit dans la maison ?»« Précisément, monsieur. Ce n'était, en quelque sorte, pas dans la norme. Et c'est après son arrivée que les ennuis ont commencé. D'abord, mon maître qui me prie de vous faire envoyer chercher, et puis qui m'ordonne de fermer les portes à double tour. Avec cela que Mrs. Lucia n'a pas été bien de toute la soirée. Elle a dû sortir de table au cours du dîner. Monsieur Richard en a été grandement inquiété. « Ah » fit Poirot, « elle a dû sortir de table. Est-ce qu'elle est venue dans cette pièce ?»« Oui, monsieur, » répondit Treadwell. Poirot regarda autour de lui. Son œil s'arrêta sur le sac à main que Lucia avait laissé sur la table. « Une des dames n'a pas repris son sac, à ce que je vois, » remarqua-t-il en s'en emparant. S'étant approché pour l'identifier, Treadwell n'hésita pas. « C'est celui de Mrs. Lucia, monsieur. »« Oui, » confirma Hastings. « Je l'ai vu le poser là, juste avant qu'elle ne sorte. »« Juste avant qu'elle ne sorte, hein ?» releva Poirot. « Comme c'est curieux. » Il posa le sac sur le canapé, fronça les sourcils et resta immobile, apparemment perdu dans ses pensées. « À propos de la condamnation des portes, » reprit Treadwell, après un bref moment de silence. « Mon maître m'avait précisé que... » S'arrachant soudain à sa rêverie, Poirot interrompit le majordome. « Oui, oui, il importe que vous m'expliquiez tout cela en détail. Mais allons par là, voulez-vous » suggéra-t-il en indiquant la porte qui donnait sur le devant de la maison. Treadwell s'y dirigea, suivi de Poirot, cependant que Hastings déclarait d'un ton important. « Je crois que je vais m'attarder un peu ici. » Poirot se retourna et le considéra d'un œil narquois. « Non, non, venez donc, je vous prie. »« Mais ne croyez-vous pas infiniment plus souhaitable que... » commença Hastings. Poirot l'interrompit cette fois sur un ton solennel et lourd de sous-entendus bien marqués. « Je ne saurais me priver de votre coopération, mon bon ami. »« Oh, bon, bien sûr, dans ce cas... » Les trois hommes quittèrent la pièce ensemble en refermant le battant derrière eux. Quelques secondes à peine plus tard, la porte donnant sur le couloir fut ouverte avec précaution, et Lucia entra sur la pointe des pieds. Après un bref regard autour d'elle, comme pour s'assurer que personne d'autre ne se trouvait là, elle s'approcha de la table ronde, au centre de la pièce, et saisit la tasse à café de sir Claude. Démentant l'habituelle candeur de ses yeux, une lueur de ruse y passa, et elle fit soudain beaucoup plus que son âge. Lucia se tenait encore là, la tasse à la main, hésitant apparemment sur la conduite à tenir, lorsque s'ouvrit l'autre porte, celle qui donnait sur le devant de la maison. Poirot se découpa sur le seuil. « Permettez, madame, » s'empressa-t-il, provoquant chez Lucia un violent sursaut. Accourant, il vint lui prendre la tasse des mains d'un geste aussi naturel que s'il avait été dicté par la plus élémentaire politesse. « J'étais revenu chercher mon sac, » haleta Lucia. « Bien sûr, » fit Poirot,
Attendez, voyons. Où donc ai-je vu un sac de dame? Ah oui, là-bas. Il se dirigea vers le canapé, prit le sac et le tendit à Lucia. Merci beaucoup, fit-elle en jetant un regard affolé autour d'elle. Mais de rien, madame. Après un bref sourire nerveux à l'adresse de Poirot, Lucia quitta vivement la pièce. Quand elle fut partie, celui-ci resta un moment immobile, puis reprit la tasse. Après l'avoir reniflée avec précaution, il sortit de sa poche un petit tube à essai, y versa quelques gouttes du restant de café et le reboucha. Puis, une fois le tube à l'abri au fond de sa poche, il parcourut la pièce du regard et compta tout haut les tasses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6 tasses à café. Un sillon de perplexité commençait à se dessiner entre les sourcils de Poirot lorsque son regard s'anima soudain de cette lueur verte qui dénotait toujours une surexcitation intérieure. Il se précipita vers la porte par laquelle il était arrivé, l'ouvrit, la referma en la faisant claquer bruyamment, puis fila vers la porte-fenêtre et se dissimula derrière les rideaux. Quelques instants plus tard, l'autre porte, celle qui donnait sur le couloir, se rouvrit, et Lucia, avec plus de précaution que jamais, vigilante à l'extrême, entra. S'arrangeant pour garder les 2 portes dans son angle de vision, elle s'empara de la tasse dans laquelle sœur Claude avait bu et examina attentivement la pièce. Son regard s'arrêta à côté de la porte du hall, sur la petite table qui supportait un immense cache-pot contenant une plante verte. Elle s'en approcha et jeta la tasse à l'envers dans le cache-pot. Puis, l'œil toujours aux aguets, elle prit une des autres tasses et la plaça à côté du corps de sœur Claude. Après quoi, elle se dirigea vivement vers la porte, mais alors qu'elle l'atteignait, celle-ci s'ouvrit et Richard, son mari, entra avec un autre homme d'une 30aine d'années, très grand, aux cheveux blonds roux et au visage qui, bien qu'avenant, semblait empreint d'un air d'autorité. Le nouveau venu portait une sacoche de médecin. « Lucia !» s'exclama Richard, surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'étais venue rechercher mon sac, » expliqua-t-elle. « Bonjour, docteur Graham, excusez-moi. » Elle passa devant eux et se précipita hors de la pièce. Pendant que Richard la regardait s'éloigner, Poirot sortit de derrière les rideaux et s'approcha des 2 hommes comme s'il venait d'entrer par l'autre porte. « Ah, voici monsieur Poirot !» s'exclama Richard Amaury. « Permettez-moi de vous présenter. Monsieur Poirot, voici le docteur Graham. Kenneth Graham. » Poirot et le jeune médecin échangèrent un signe de tête. Puis Graham se rendit immédiatement auprès du corps du savant pour l'examiner sous le regard attentif de Richard. Hercule Poirot, auquel il ne prêtait plus la moindre attention, se déplaça dans la pièce, recompta les tasses à café d'un air amusé. 1, 2, 3, 4, 5, murmura-t-il. 5. Voyez-vous ça? Une lueur de joie pure éclaira son visage. Avec un sourire le plus énigmatique, il tira le tube à essai de sa poche, le contempla et secoua lentement la tête. Pendant ce temps, le docteur Graham avait achevé l'examen rapide du défunt. « Je regrette, » dit-il à Richard, « de ne pouvoir délivrer de certificat de décès. Sœur Claude était en parfaite santé, et l'hypothèse de la crise cardiaque soudaine me paraît éminemment improbable. Il va nous falloir déterminer ce qu'il a mangé et bu au cours des dernières heures de son existence. » « Bonté divine, Ken, est-ce vraiment nécessaire ?» s'insurgea Richard avec une pointe d'anxiété dans la voix. « Il n'a rien pris que nous n'ayons mangé et bu, nous aussi. Il est absurde de suggérer… »« Je ne suggère pas, » l'interrompit Graham, la voix ferme et autoritaire. « Je vous dis qu'il devra y avoir enquête judiciaire et que le coroner voudra bien évidemment savoir ce qui a causé la mort de sœur Claude. Pour l'instant, cette cause, je ne la connais pas. Je vais donc faire enlever le corps de votre père et demander une autopsie en urgence, demain matin à la 1re heure.
Je devrais être en mesure, plus tard dans la journée, de revenir vous voir avec des éléments indiscutables. » Il quitta la pièce, escorté par Richard qui protestait encore. Poirot les regarda s'éloigner, puis laissa éclater sa perplexité en se retournant vers le corps de l'homme qui l'avait fait venir de Londres d'une voix si pressante. « Que voulais-tu me dire, mon ami ?» songea-t-il à part lui. « Je me le demande. Que redoutais-tu? Uniquement le vol de ta formule, ou bien craignais-tu également pour ta vie? Tu comptais sur Hercule Poirot pour te venir en aide. Tu l'as appelé trop tard, mais il va quand même essayer de découvrir la vérité. » Secouant la tête d'un air pensif, Poirot s'apprêtait à quitter la pièce lorsque Treadwell apparut sur le seuil. « J'ai montré sa chambre au monsieur qui vous accompagne, monsieur. Puis-je vous mener à la vôtre, voisine de la sienne en haut de l'escalier? J'ai également pris la liberté de vous faire préparer à tous deux un léger souper froid qui sera sans doute le bienvenu après votre trajet en chemin de fer. Au passage, avant de monter, je vous montrerai la salle à manger. » Poirot inclina la tête en un geste d'acceptation courtoise. « Merci beaucoup, Treadwell. Au fait, je vais très vivement conseiller à monsieur Amaury de tenir cette pièce verrouillée jusqu'à ce que nous ayons de plus amples informations sur les pénibles événements de ce soir. Auriez-vous l'amabilité d'y veiller dès que nous en serons sortis ? » « Certainement, monsieur, si tel est votre désir, » répondit Treadwell, tandis que Poirot le précédait hors de la bibliothèque. Chapitre 8. Après une longue nuit passée à dormir comme un bienheureux, Hastings se trouva seul dans la vaste salle à manger lorsqu'il descendit pour un petit déjeuner tardif le lendemain matin. Il apprit de la bouche de Treadwell qu'Edward Raynor avait pris le sien beaucoup plus tôt avant de retourner dans sa chambre classer quelques-uns des papiers de Sir Claude. Que M. et Mrs. Amaury l'avaient pris dans leurs appartements et n'avaient pas encore fait leur apparition. Que Barbara Amaury avait emporté une tasse de café dans le jardin où elle se dorait probablement encore au soleil. Arguant d'un léger mal de tête, Miss Caroline Amaury se l'était quant à elle fait porter dans sa chambre, et il ne l'avait pas revue depuis. « Et monsieur Poirot, Treadwell, vous l'avez aperçu ce matin ?» s'enquit Hastings. Il lui fut répondu que son ami s'était levé tôt et avait décidé de se rendre à pied au village. « J'ai cru comprendre que monsieur Poirot avait affaire là-bas, » ajouta Treadwell. Après un plantureux petit déjeuner de bacon, saucisses, œufs, toast et café, Hastings rejoignit sa confortable chambre du premier étage qui offrait une vue splendide sur le parc et, pendant quelques longues minutes qu'il jugea tout spécialement gratifiantes, sur Barbara qui s'exposait aux doux rayons du soleil matinal. Ce n'est qu'une fois qu'elle eut regagné la maison que Hastings s'installa dans un fauteuil avec le Times du matin, lequel avait bien évidemment été trop tôt mis sous presse pour pouvoir annoncer la mort de Sir Claude Amaury survenue la veille au soir. Il l'ouvrit à la page de l'éditorial et se plongea dans sa lecture. Une bonne demi-heure plus tard, il s'éveilla d'un léger somme pour découvrir Hercule Poirot debout à côté de lui. « Ah, très cher, vous travaillez dur à notre affaire, à ce que je vois !» s'exclama le détective avec un petit rire. « En fait, oui, » balbutia Hastings. « Je réfléchissais depuis un bon moment aux événements de la nuit dernière, et j'ai dû m'assoupir. »« Et pourquoi pas, mon tout bon ?» le rassura Poirot. « Moi aussi, j'ai réfléchi à la mort de Sir Claude, ainsi bien sûr qu'au vol de son importantissime formule. Je suis d'ailleurs déjà entré en action, et j'attends d'une minute à l'autre un message téléphonique qui me dira si certains soupçons que je nourris est ou non fondé. »« Qui ou quoi suspectez-vous » demanda avidement Hastings. Poirot regarda par la fenêtre avant de répondre. « Non, conclut-il enfin, je ne crois pas devoir vous révéler cela à ce moment de la partie, mon bon et excellent ami. Mettons tout au plus que,
comme les prestidigitateurs aiment à le répéter sur scène, la rapidité de la main trompera toujours l'œil le plus averti. Franchement, Poirot, s'emporta Hastings, c'est fou, ce que vous savez parfois vous montrer exaspérant. J'estime que vous pourriez au moins me dire qui vous soupçonnez d'avoir volé la formule. Après tout, je pourrais vous aider à... Poirot l'arrêta d'un geste aérien de la main. Le petit détective affichait à présent son expression la plus innocente et regardait au loin par la fenêtre d'un air méditatif. « Vous êtes intrigué, Hastings ?» demanda-t-il. « Vous vous étonnez que je ne me lance pas à la poursuite d'un suspect ?» Il y a de cela, reconnut le capitaine. « Je ne doute pas que vous le feriez si vous étiez à ma place, » convint Poirot au comble de la suffisance. « Je le comprends, mais je ne suis pas de ceux qui aiment à courir en tous sens, à chercher une aiguille dans une botte de foin, comme vous dites, vous autres Anglais. Pour le moment, je me contente d'attendre. Et pourquoi attends-je ? Eh bien, parce que certaines choses sont parfois limpides pour l'intelligence d'Hercule Poirot, alors qu'elles ne le sont pas le moins du monde pour ceux qui ne jouissent pas des mêmes immenses facultés. »« Sacre nom d'une pipe, Poirot !» manqua s'étrangler Hastings. « Je vous assure que je serais souvent prêt à donner une somme considérable pour vous voir, ne serait-ce qu'une fois, vous casser le nez et devenir la risée universelle. Vous êtes si irrémédiablement infatué de vous-même. »« Ne vous mettez pas en colère, Hastings, mon très cher, » répondit Poirot sur un ton apaisant. « En vérité, je m'aperçois qu'il y a des moments où vous semblez presque me détester. Hélas, c'est la rançon de la grandeur. » Le petit homme gonfla la poitrine et poussa un soupir si comique que Hastings ne put s'empêcher de rire. « Poirot, je n'ai jamais vu personne posséder si haute opinion de soi. »« Que voulez-vous » fit Poirot avec suffisance. « Quand on est unique, on finit toujours par le savoir. Mais revenons à nos moutons, mon bien-aimé Hastings. Et laissez-moi vous confier que j'ai demandé au fils de Sir Claude, monsieur Richard Amory, de nous retrouver dans la bibliothèque à midi. Je dis nous, Hastings, car j'ai besoin que vous, mon fidèle ami, soyez là pour observer les choses de près. »« Comme toujours, je serai ravi de vous assister, Poirot, » l'assura le vaillant capitaine. À midi pile, Poirot, Hastings et Richard Amory se retrouvèrent dans la bibliothèque d'où le corps de Sir Claude avait été enlevé la veille en fin de soirée. Cependant que Hastings, depuis le poste d'observation confortable que lui offrait le canapé profond, se mettait en devoir d'écouter, le détective demanda à Richard Amory de raconter dans le détail les événements précédant son arrivée à lui, Poirot. Quand il eut terminé son récit, Richard, assis derrière la table bureau sur la chaise que son père avait occupée la nuit passée, ajouta : « Bon, c'est à peu près tout, je crois. J'espère avoir été clair. »« Parfaitement, monsieur Amory, parfaitement, » répondit Poirot, appuyé contre un des accoudoirs du seul fauteuil de la pièce. « Vous m'avez tracé là un tableau très clair. » Fermant les yeux, il essaya de se représenter le tableau en question. « Sir Claude est assis là et domine la situation. Puis l'obscurité se fait, et enfin on frappe à la porte. Oui, vraiment, c'est une petite scène très dramatique. »« Eh bien, hasarda Richard en faisant mine de se lever, si c'est là tout ce que... » « Rien qu'une petite minute encore, » le coupa Poirot avec un geste pour le retenir. Richard se rassit comme à regret. « Oui ?» demanda-t-il. « Et plus tôt dans la soirée, monsieur Amory ?»« Plus tôt dans la soirée ?»« Oui, » lui rappela Poirot, « après dîner. »« Oh, ça !» fit Richard. « Il n'y a vraiment rien de plus à en dire. Mon père et son secrétaire, Edward Raynor, sont allés directement dans le cabinet de travail. Les autres, tous les autres, sont restés ici. » Poirot encouragea Richard d'un large sourire.
Et vous y avez fait quoi ? Nous avons bavardé, sans plus. Le phono a marché presque tout le temps. Poirot s'abîma un moment dans ses réflexions. Il ne s'est rien passé qui vous paraisse digne d'être mentionné, demanda-t-il enfin. Absolument rien, s'empressa de répondre Richard. Poirot l'observa avec attention. Quand le café a-t-il été servi ? Le pressa-t-il. Immédiatement après dîner, répondit Richard. Poirot fit un geste circulaire de la main. Le majordome l'a distribué à la ronde, ou bien s'est-il contenté de déposer tasse et cafetière sur la table en laissant à la jeune fille de la maison le soin de le verser ? Vraiment, je ne me rappelle pas, dit Richard. Poirot poussa un léger soupir. Après un instant de réflexion, il reprit le fil de ses questions. En avez-vous tous pris ? Je crois, oui, sauf Raynor. Il n'en boit jamais. Et le café de sir Claude lui a été porté dans son cabinet de travail ? Je suppose, répondit Richard avec une irritation qui commençait à poindre dans sa voix. Est-ce que tous ces détails sont vraiment nécessaires ? Poirot leva les bras en un geste d'excuse. Ah, permettez-moi de battre ma coulpe, mais je suis, voyez-vous, très soucieux de me fixer en tête une image précise de la scène. Et puis, nous tenons après tout à la récupérer, cette précieuse formule, non ? Je suppose, fut de nouveau la réponse maussade de Richard. Les sourcils de Poirot montèrent ostensiblement à l'assaut de son front, et le détective émit une exclamation de surprise. Oui, bien sûr, que nous voulons la récupérer, se hâta de rectifier Richard. Maintenant, demanda Poirot en détournant son regard, quand sir Claude est-il sorti de son cabinet de travail pour venir dans cette pièce ? Au moment où ils essayaient d'ouvrir cette porte, lui répondit Amaury. Il ? Le pressa encore Poirot en lui faisant de nouveau face. Oui, Raynor et le docteur Carelli. Puis-je savoir qui souhaitait qu'on l'ouvre ? Ma femme, Lucia. Elle ne s'était pas sentie bien de toute la soirée. Le ton de Poirot exprima aussitôt toute la commisération du monde. La pauvre ! J'espère qu'elle se porte mieux ce matin. Il est un ou deux points que je souhaite impérativement éclaircir avec elle. Je crains que ce ne soit tout à fait impossible. Elle n'est pas en état de recevoir quiconque, ni de répondre à des questions. De toute façon, il n'est rien qu'elle puisse vous dire que je ne vous ai déjà dit. Je n'en disconviens pas, se défendit Poirot. Seulement, voyez-vous, les femmes, monsieur Amaury, possèdent, au niveau du détail, une fabuleuse faculté d'observation qui n'appartient qu'à elles. Mais bon, nul doute que votre tante, Miss Amaury, fasse aussi bien l'affaire. Elle est alitée, se hâta de préciser Richard. La mort de mon père a été plus qu'elle n'en pouvait supporter. Oui, je vois, murmura Poirot, songeur. Il y eut un silence. Manifestement mal à l'aise, Richard se leva et se tourna vers la porte-fenêtre. « Aérons un peu, décréta-t-il. Il fait très chaud ici. »« Ah, vous êtes comme tous les Anglais, sourit Poirot. Le bon air frais du dehors, vous ne le laissez pas dehors. Non, il vous faut, à vous autres, le faire entrer dans la maison. » Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. Moi ? Bien sûr que non. J'ai fait mienne toutes les habitudes anglaises. Où que j'aille, on me prend désormais pour un autochtone. Mais excusez-moi, monsieur Amaury, cette fenêtre n'est-elle pas verrouillée par une sorte d'ingénieux système de blocage ? En effet, répondit Richard, mais la clé se trouve sur le trousseau de mon père que j'ai ici. Sortant un trousseau de sa poche, il se dirigea vers la porte-fenêtre et défit le loquet avant d'ouvrir en grand. Poirot alla s'installer sur le tabouret, le plus loin possible de la porte-fenêtre et de l'air frais, puis frissonna tandis que Richard prenait une profonde inspiration et restait un moment immobile à regarder dans le parc avant de revenir vers Poirot avec l'expression de quelqu'un qui a pris une décision. «
Monsieur Poirot, préluda Richard Amory, je n'irai pas par 4 chemins. Je sais que mon épouse vous a supplié hier soir de rester, mais, bouleversée et au bord de la crise de nerfs comme elle l'était, c'est à peine si elle savait ce qu'elle faisait. C'est moi, au premier chef, qui suis concerné par ce deuil, et, je vous le dis en toute franchise, je me moque éperdument de la formule. Mon père est un homme riche. Sa nouvelle découverte devait rapporter encore beaucoup d'argent à la famille. Mais je n'ai pas besoin de plus que ce que je possède déjà, et loin de moi l'idée de prétendre partager son enthousiasme en matière d'explosifs. Il n'y en a déjà que trop de par le monde. « Je vois, » murmura Poirot, songeur. « Ce que j'entends par là, » continua Richard, « c'est que nous devrions oublier au plus vite toute cette affaire. » Poirot arqua les sourcils en un geste familier de surprise. « Vous préféreriez que je m'en aille ? Que je cesse mes investigations ? » ?»« Oui, c'est cela, » fit Richard, mal à l'aise et se détournant à demi de Poirot. « Mais, » persista le détective, « quiconque a dérobé la formule ne l'a pas fait pour ne pas s'en servir. »« Non, » reconnut Richard. Il refit de nouveau face à Poirot. « Mais il n'empêche quand même que... »« Ainsi, » fit Poirot sur un ton lent et en pesant ses mots, « vous accepteriez là, comment dirais-je, la flétrissure ?»« La flétrissure ?» s'écria Richard d'une voix cassante. « 5 personnes, » lui expliqua Poirot, « 5 personnes ont eu la possibilité de voler la formule. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit reconnue coupable, les 4 autres ne peuvent être proclamées innocentes. » Treadwell était entré dans la pièce pendant que Poirot parlait. Richard commençait à bredouiller. C'est-à-dire que... de façon indécise, lorsque le majordome l'interrompit. « Pardonnez-moi, monsieur, » fit-il à son nouveau maître. « Mais le docteur Graham est ici et désire vous parler. »« J'arrive tout de suite, » lui répondit Richard, manifestement ravi de cette occasion de se soustraire aux questions du détective. Le jeune homme se dirigea vers la porte, puis se tourna cérémonieusement vers Poirot. « Si vous voulez bien m'excuser. » Sur quoi il s'en fut avec Treadwell. Sitôt les 2 hommes partis, Hastings bondit du canapé et se précipita vers Poirot, laissant libre cours à une excitation trop longtemps contenue. « Vous m'en direz tant » vociféra-t-il. « Le poison, hein ?»« Comment cela, mon cher Hastings ?» demanda Poirot. « Le poison, ou je ne m'y connais pas » répéta le capitaine en hochant vigoureusement la tête. Chapitre 9. Poirot considéra son ami avec une lueur d'amusement au fond des yeux. « Que vous êtes donc théâtral, mon tout bon ! Avec quelle rapidité, avec quel brio vous sautez au plus hardi des conclusions !»« Allons, Poirot, » protesta Hastings, « vous ne vous en tirerez pas encore une fois avec une pirouette. Et vous ne me ferez pas croire que vous pensez que le vieux est mort d'une crise cardiaque. Ce qui s'est passé hier soir saute littéralement aux yeux. Mais Richard Amory ne doit pas être bien malin. La possibilité du poison ne semble pas lui avoir effleuré l'esprit. Vous pensez que non, mon bon ami ? Je l'ai remarqué hier soir, quand le docteur Graham a annoncé qu'il ne pouvait pas donner de certificat de décès et qu'il devrait y avoir autopsie. Poirot émit un petit soupir. « Oui, oui, » fit-il sur le ton de l'apaisement. « Et ce sont les résultats de cette autopsie que le docteur Graham vient apporter ce matin. Nous saurons donc, dans quelques minutes, si vous avez raison ou non. » Poirot semblait sur le point d'ajouter quelque chose, mais il se retint. Et, se dirigeant vers la cheminée, il entreprit de rectifier sur le manteau de celle-ci l'alignement du vase contenant les longs allume-feu de papier jusqu'à lui trouver la disposition adéquate. Hastings le regarda faire d'un œil affectueux. « Vraiment, Poirot, s'attendrit-il. Qui plus que vous fut-il jamais un tel maniaque de l'ordre ?»« N'est-ce pas mieux ainsi ?» s'inquiéta le petit Belge, la tête penchée de côté et considérant son œuvre. «
Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'un éventuel défaut de symétrie m'ait grandement tracassé jusqu'à présent, s'esclaffa Hastings. Méfiez-vous, fit Poirot en agitant un index sévère. La symétrie, il n'y a que cela de vrai. Tout ne devrait être qu'ordre et méthode. Surtout dans les petites cellules grises, dit-il en se tapotant le crâne. Allons, n'enfourchez pas tous vos dadas favoris à la fois, le supplia Hastings. Dites-moi seulement ce que vos précieuses cellules grises tirent de cette affaire. Avant que de répondre, Poirot se dirigea vers le canapé et s'y assit. Puis il regarda fixement Hastings, et ses yeux s'étrécirent comme ceux d'un chat, jusqu'à ne plus montrer qu'une fente verte. Si vous utilisiez les vôtres, de cellules grises, et essayiez de considérer l'affaire dans son ensemble avec clarté, comme j'essaie moi-même de le faire, peut-être percevriez-vous la vérité, mon excellent ami, annonça-t-il avec suffisance. Mais bon, fit-il sur un ton d'infinie magnanimité, prêtons quand même, avant que le docteur Graham n'arrive, une oreille attentive aux élucubrations de mon très cher ami Hastings. Eh bien, voilà, fonça tête baissée le capitaine. Cette clé trouvée sous la chaise du secrétaire, c'est bougrement louche. Le pensez-vous réellement, Hastings, mon tout bon? Et comment? Répondit ce dernier. On ne peut plus louche. Et, sans aller chercher midi à 14h, je vous dirai tout de suite que je parie pour l'italien. Ah, fit Poirot, le mystérieux docteur Carelli. Mystérieux est le mot qui convient, et plutôt 2 fois qu'une, renchérit Hastings. Qu'est-ce qu'il fait ici, perdu en rase campagne? Je vais vous le dire, moi. Il court après la formule de Sir Claude. C'est presque certainement l'envoyé d'un gouvernement étranger. Vous voyez ce que cela sous-entend. Bien sûr que je le vois, confirma Poirot avec un sourire. Il m'arrive d'aller au cinéma, vous savez. Et s'il s'avère que Sir Claude a bel et bien été empoisonné, Hastings était à présent lancé. Si cela s'avère, cela fait plus que jamais de Carelli le suspect numéro 1. Vous vous rappelez les Borgia? Le poison est la spécialité numéro 1 du meurtre à l'italienne. Et ce que je redoute au plus haut point, c'est qu'il parvienne à s'en aller avec la formule en sa possession. Il ne le fera pas, mon tout bon, affirma Poirot en secouant la tête. Comment diable pouvez-vous en être aussi sûr? Poirot se laissa aller contre le dossier de son siège et joignit les extrémités de ses doigts de la façon qui lui était si familière. Je ne sais pas au juste, Hastings, reconnut-il. Je ne peux, bien entendu, en être sûr à 1000%, mais j'ai néanmoins ma petite idée sur la question. Que voulez-vous dire? Où croyez-vous donc que cette formule se trouve à l'heure actuelle? Oh, vous le plus éclairé des collaborateurs? Demanda Poirot. Comment le saurais-je? Poirot dévisagea un moment Hastings, comme s'il laissait à son ami le temps d'étudier tous les aspects du problème. Réfléchissez, mon bon, fit-il, encourageant. Mettez vos idées en place. Soyez méthodique. Ordonnez. C'est la clé universelle du succès. Quand il vit Hastings secouer la tête d'un air confondu, Poirot essaya de lui tendre une perche. Il n'y a qu'un seul endroit possible. Et lequel? Sacrebleu, s'emporta Hastings au comble de l'irritation. Cette pièce, bien sûr, triompha Poirot, le visage tout entier transfiguré par un sourire de délectation. Cette pièce? Mais oui, Hastings. Considérez seulement les faits. Nous savons, par ce brave Treadwell, que Sir Claude a pris certaines précautions pour éviter que la formule ne sorte d'ici. Quand il fait son annonce surprise sur l'imminence de notre arrivée, le voleur a donc certainement encore la formule en sa possession. Quelle solution lui reste-t-il? Il ne peut risquer qu'on la découvre sur lui en ma présence. Alors, de 2 choses l'une. Soit il la restitue de la façon que propose Sir Claude,
soit il la cache quelque part en profitant de la fameuse minute d'obscurité totale. Puisqu'il n'a pas choisi la première solution, c'est qu'il a opté pour la seconde. Cela va de soi. Il est donc évident pour moi que la formule est cachée quelque part dans cette pièce. Saperlipopette, Poirot, s'enthousiasma Hastings. Vous devez avoir raison. Cherchons-la. Il bondit de son siège et se précipita vers la table bureau. Faites donc, si cela vous chante, sourit Poirot, condescendant. Mais il est quelqu'un qui pourra la trouver encore plus facilement que vous. Tiens donc. Et qui ça? Poirot tortilla sa moustache avec emphase. Parbleu, mais la personne qui l'y a cachée, mon très cher, s'écria-t-il, accompagnant sa déclaration d'un geste qui eût davantage convenu à un prestidigitateur sortant à lapin de son chapeau plutôt qu'à un policier à la retraite, se flattant, où qu'il se montre, d'y passer pour un Anglais. Vous voulez dire que... Je veux dire, expliqua patiemment Poirot à son compère, que, tôt ou tard, le voleur essayera de récupérer son butin. Vous ou moi devrons donc en permanence demeurer vigilants et, entendant le bruit de la porte qu'on ouvrait avec précaution, il laissa sa phrase en suspens et fit signe à Hastings de le rejoindre à côté du phonographe, hors du champ de vision direct de quiconque pénétrerait dans la pièce. Chapitre 10. Le battant pivota sur ses gonds et Barbara Amaury entra avec circonspection. Elle prit une chaise, la plaça devant la bibliothèque, grimpa dessus et tendit la main pour attraper la boîte en fer-blanc contenant les produits pharmaceutiques. À ce moment précis, Hastings ne put retenir un éternuement sonore et Barbara, avec un sursaut de frayeur, lâcha ce qu'elle tenait. « Oh !» s'exclama-t-elle, ne sachant plus où se mettre. « Et moi qui croyais qu'il n'y avait personne !» Hastings se précipita pour ramasser la boîte, que Poirot réquisitionna d'autorité. « Permettez-moi, mademoiselle, » fit le détective. « Je suis sûr que ceci est trop lourd pour vous. » Il alla poser la boîte en fer-blanc sur la table. « S'agirait-il d'une modeste collection à laquelle vous vous adonnez? Des œufs d'oiseaux? Des coquillages, peut-être ?» « C'est, hélas, beaucoup plus prosaïque, monsieur Poirot, » répondit Barbara avec un petit rire nerveux. « Rien que des pilules et des poudres médicinales. »« Allons, » déplora Poirot, « ne me dites pas qu'une personne aussi jeune, aussi pleine de santé et de vigueur que vous semblez l'être, pourrait avoir besoin de ce genre d'attrape-nigaud. »« Oh, ce n'est pas pour moi, » assura-t-elle. « C'est pour Lucia. Elle a un mal de tête atroce ce matin. »« La pauvre !» s'émut Poirot, la voix baignée de compassion. « C'est donc elle qui vous a envoyé chercher ces pilules ?»« Oui, » répondit Barbara. « Je lui ai donné 2 cachets d'aspirine, mais elle voulait quelque chose de plus fort et d'un effet plus immédiat. Je lui ai alors promis de lui apporter la boîte au grand complet. S'il n'y avait personne aux alentours, bien entendu. »« S'il n'y avait personne aux alentours, » répéta Poirot d'un air pensif en pesant des 2 mains sur le coffret. « Qu'il y eût quelqu'un ou pas, quelle importance cela pouvait-il bien avoir, mademoiselle ? » « Vous savez ce que c'est, dans une maison comme celle-ci, » hasarda Barbara. « Et que je t'épie, et que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, et que je te fasse des embrouilles pour un rien. Tante Caroline, par exemple, caquette toujours dans tous les coins, comme une vieille poule couveuse qui aurait égaré ses poussins. Quant à Richard, il est aussi pénible qu'inefficace, comme les hommes le sont 9 fois sur 10 lorsque quelqu'un est mal en point. » Poirot hocha la tête d'un air convaincu. « Je comprends, dit-il à Barbara, comme s'il acceptait une explication alambiquée. Il passa les doigts sur le couvercle de la boîte de produits pharmaceutiques, puis regarda aussitôt ses mains. Il resta ainsi un moment, émit un raclement de gorge quelque peu affecté, et poursuivit. « Savez-vous, chère petite mademoiselle, que vous avez beaucoup de chance avec vos domestiques.
Que voulez-vous dire ? Demanda Barbara. Poirot lui montra la boîte en fer-blanc. Voyez vous-même, pas l'ombre d'un grain de poussière. Se donner la peine de monter sur une chaise pour épousseter jusque là-haut, tous les employés de maison ne seraient pas aussi consciencieux. C'est vrai, reconnut-elle, j'ai trouvé ça étonnant hier soir qu'elle ne soit pas couverte de poussière. Vous avez descendu cette boîte de médicaments hier soir ? Oui, après dîner. Elle est bourrée de vieux surplus d'hôpital. Voyons un peu ça, proposa Poirot en ouvrant la boîte. Il en sortit quelques tubes, les leva à hauteur de ses yeux et arrondit les sourcils d'un air théâtral. Strychnine, atropine, jolie petite collection. Tiens, voilà même un tube de scopolamine. Mais presque vide, celui-là. Regardez, fit Poirot en lui montrant le tube avant de le replacer dans la boîte. C'est très curieux. Vous dites que toutes ces petites... Comment appelez-vous ça ? Des fioles, non ? Que toutes ces fioles étaient pleines ? Tous ces tubes également ? À quel endroit exact se trouvait cette boîte de médicaments hier au soir, mademoiselle ? Eh bien, une fois descendue, nous l'avons posée sur cette table. Le renseigna-t-elle. Le docteur Carelli a même examiné les produits en faisant des commentaires à leur sujet et... Elle s'interrompit, car Lucia entrait dans la pièce. La femme de Richard Amory parut surprise de voir les deux hommes. À la lumière du jour, son visage semblait marqué par les soucis et ses lèvres avaient un pli mélancolique. Barbara se précipita à sa rencontre. « Oh, ma chérie, tu n'aurais pas dû te lever. J'allais justement remonter chez toi. »« Mon mal de tête va beaucoup mieux, Barbara, » répondit Lucia, les yeux fixés sur Poirot. « Je suis descendue parce que je voudrais parler à monsieur Poirot. »« Mais, ma puce, tu ne crois pas que tu devrais... S'il te plaît, Barbara. »« Bon, très bien, c'est toi qui vois, » répondit cette dernière en se dirigeant vers la porte que Hastings se précipita pour lui ouvrir. Quand elle fut sortie, Lucia alla se laisser tomber sur une chaise. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle. « Tout à votre service, madame, » s'empressa courtoisement le petit Belge. Lucia parla d'une voix hésitante et qui tremblait un peu. « Monsieur Poirot, je vous ai présenté hier au soir une requête. Je vous ai demandé de prolonger votre séjour ici. Je vous ai même supplié de le faire. Ce matin, je me rends soudain compte que j'ai commis une erreur. »« En êtes-vous sûre, madame ?» s'enquit doucement Poirot. « Certaine. J'étais souffrante la nuit dernière, à bout de nerfs. Je vous remercie d'avoir accédé à ma prière, mais il est maintenant préférable que vous partiez. »« Ah, c'est comme ça, » marmonna à part lui Poirot, avant de répondre sur un ton neutre. « Je comprends, très chère madame. » Se levant, Lucia lui jeta un regard anxieux avant de s'enquérir. « C'est donc entre nous une affaire réglée, n'est-ce pas ? » ?»« Pas tout à fait, madame, » la détrompa Poirot en faisant un pas vers elle. « Ne vous rappelez-vous donc rien ? Vous m'aviez exprimé vos doutes quant à la mort naturelle de votre beau-père. J'étais à 2 doigts de l'hystérie hier au soir, je ne savais plus ce que je disais. Vous êtes donc à présent convaincu, insista Poirot, que sa mort était après tout bien naturelle ? Absolument, décréta Lucia. Les sourcils de Poirot se haussèrent quelque peu. Il dévisagea la jeune femme en silence. Pourquoi me regardez-vous ainsi ? L'interrogea Lucia avec appréhension. Parce que, madame, s'il est parfois difficile de mettre un chien limier sur la piste, il est encore bien davantage de la lui faire abandonner une fois qu'il en a humé l'odeur. À plus forte raison s'il s'agit d'un bon chien. Or, moi, madame, moi, Hercule Poirot, je suis un très bon chien. L'état d'agitation de Lucia ne fit que croître et embellir. « Oh, mais il faut que vous partiez. Il le faut vraiment. Je vous en supplie, je vous en conjure.
Vous ne savez pas quel mal vous pourriez faire en restant. Du mal? À vous, madame? À nous tous, monsieur Poirot. Je ne puis vous expliquer davantage, mais je vous supplie de me croire sur parole. Dès le premier regard, j'ai eu confiance en vous. Alors, je vous implore. Elle s'interrompit net. La porte venait de s'ouvrir et Richard, l'air au sans-coup, entra, accompagné du docteur Graham. « Lucia !» s'écria son mari aussitôt qu'il l'aperçut. « Richard, qu'y a-t-il » s'écria-t-elle épouvantée, en se précipitant à son côté. « Que s'est-il passé ?»« Il est arrivé du nouveau, je le sais, je le sens, je le devine à ton visage. Qu'est-ce que c'est ?»« Rien, ma chérie, » répondit-il en essayant d'adopter un ton rassurant. « Cela t'ennuierait-il de nous laisser un moment ?» Elle chercha à déchiffrer le secret enfoui derrière les traits fermés de son mari. « Crois-tu que je ne sois pas capable de… » commença-t-elle. Mais elle s'interrompit quand elle vit Richard marcher vers la porte et la lui ouvrir. « S'il te plaît, » insista-t-il. Avec un dernier regard en arrière, dans lequel se lisait distinctement la peur, ou tout le moins ses prémices, Lucia quitta la pièce. Chapitre 11. Après avoir posé sa sacoche de médecin sur la table basse, le docteur Graham se dirigea vers le canapé et s'assit. « Je crains bien que nous ne soyons dans de sales draps, monsieur Poirot, » annonça-t-il au détective. « Dans de sales draps, dites-vous, » releva Poirot. « Avez-vous découvert ce qui a causé la mort de sir Claude ?»« Empoisonnement par un puissant alcaloïde végétal, » déclara Graham. « Tel que la scopolamine, par exemple ?» suggéra Poirot en prenant la boîte de médicaments sur la table. « Eh bien oui, très exactement, » répondit le docteur Graham, un peu étonné que le détective soit tombé aussi juste. Reprenant la boîte de médicaments, Poirot s'en fut la déposer sur la table du phonographe, de l'autre côté de la pièce, où Hastings ne tarda pas à venir le retrouver pendant que Richard Amory rejoignait le médecin sur le canapé. « Qu'est-ce que tout cela va impliquer ?» demanda-t-il à Graham. « D'abord, l'entrée en scène de la police, » répondit celui-ci du tac au tac. « Mon Dieu !» s'exclama Richard. « C'est effroyable. Vous ne pouvez pas passer cela sous silence ?» Le docteur Graham fixa Richard Amory d'un regard qui ne sciait pas, avant de parler d'une voix lente et déterminée. « Mon cher Richard, croyez-moi, nul ne pourrait être plus peiné, plus chagriné que moi par cet affreux malheur. D'autant que, vu les circonstances, il semble peu probable que le poison ait été auto-administré. » Richard fut contraint de laisser quelques secondes s'écouler avant de parvenir à articuler le moindre mot. « Vous voulez dire qu'il s'agirait d'un meurtre ?» demanda-t-il d'une voix entrecoupée. Graham se contenta d'un hochement de tête solennel. « Un meurtre ?» répéta Richard. « Mais que diable allons-nous faire ?» Optant pour un style incisif et strictement factuel, le docteur Graham résuma la procédure qui allait suivre. « J'ai prévenu le coroner. L'enquête judiciaire se tiendra demain, au King's Arms. Et vous êtes sûr que la police devra intervenir ? Il n'y a pas d'échappatoire envisageable ? Aucune, Richard. Mettez-vous bien ça dans la tête. » La nervosité du jeune homme grimpa d'un cran. « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que… »« Allons, Richard, » l'interrompit Graham, « reprenez-vous. Je me suis borné à prendre les mesures que j'estimais impératives, comprenez-le. Dans les affaires de ce genre, on ne saurait se permettre la moindre perte de temps. »« Mon Dieu !» grinça encore Richard. Le docteur Graham poursuivit d'une voix radoucie. « Je sais, Richard. Je vous comprends. Le traumatisme que vous a causé la mort de votre père, à quoi s'ajoute le nouveau choc de cette révélation, tout cela doit être terrible pour vous.
Mais il est certains détails que je suis en devoir de vous demander. Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions ? Richard effectua sur lui-même un effort manifeste. Que voulez-vous savoir ? Primo, quels éléments solides et quelles boissons votre père a-t-il absorbés au cours du dîner d'hier soir ? Attendez, nous avons tous mangé la même chose. Potage, sole grillée, côtelettes, et nous avons fini par une salade de fruits. Et qu'avez-vous bu ? Continua le docteur Graham. Richard réfléchit un moment avant de répondre. En ce qui concerne mon père et ma tante, du Bourgogne. Raynor aussi, je crois. Moi, je suis resté au whisky soda. Quant au docteur Carelli, oui, il s'en est tenu au vin blanc pendant tout le repas. Ah oui, le mystérieux docteur Carelli, marmonna Graham. Excusez-moi, Richard, mais que savez-vous au juste de ce monsieur ? Curieux d'entendre la réponse de Richard à Maury, Hastings se rapprocha des deux hommes. « Je ne sais strictement rien sur son compte, » déclara Richard. « Pas plus tard qu'hier matin, j'ignorais jusqu'à son existence. »« Mais c'est un ami de votre femme ?» demanda le médecin. « Ça en a tout l'air. Le connaît-elle intimement ? » « Oh non, j'ai l'impression que c'est une simple connaissance. » Graham émit un petit clappement de langue et secoua la tête. « Vous ne l'avez pas laissé quitter la maison, j'espère. »« Bien évidemment non. J'ai pris soin de lui signifier hier soir que, tant que cette histoire ne serait pas tirée au clair, celle de la formule volée, veux-je dire, il serait préférable pour lui de rester auprès de nous. J'ai même envoyé quelqu'un chercher ses bagages à l'auberge où il était descendu pour les lui rapporter ici. » « Et il n'a pas le moins du monde protesté ?» s'étonna quelque peu Graham. « Non, il a même, au contraire, accepté avec empressement. »« se borna à commenter Graham. Il regarda autour de lui. « Bon, et cette pièce, maintenant ?» Poirot rejoignit les deux hommes. « Les portes ont été verrouillées hier au soir par Treadwell, le majordome, » assura-t-il à Graham. « Et les clés m'ont été remises. Rien n'a été bougé, à l'exception des chaises, comme vous pouvez le constater. » Graham regarda la tasse à café sur la table et la désigna du doigt. « C'est celle-là ?» Il s'approcha, prit la tasse et la renifla. « Richard, c'est là-dedans que votre père a bu son café ? Je vais l'emporter. Elle devra être analysée. » Il revint vers la table basse avec la tasse incriminée et ouvrit sa sacoche. Richard bondit sur ses pieds. « Vous n'allez tout de même pas supposer… » Le souffle court, il ne put achever. « Il paraît fort improbable, » lui expliqua Graham, « que le poison ait été administré pendant le dîner. L'explication la plus plausible est que la scopolamine ait été ajoutée à son café. » Je… tenta d'articuler Richard en faisant un pas vers le jeune médecin. Puis il s'arrêta avec un geste de désespoir, pivota sur ses talons et sortit brusquement par la porte-fenêtre pour gagner le jardin. Graham extirpa de sa sacoche une petite boîte en carton garnie d'ouates et y rangea avec précaution la tasse, tout en s'adressant à Poirot. « Sale affaire, mais la réaction de Richard ne m'étonne qu'à moitié. Les journaux vont faire des gorges chaudes de l'amitié de sa femme pour ce médecin italien. Et la boue, ça vous colle au basque, monsieur Poirot. Ça vous colle au basque. La pauvre femme, elle est sans doute innocente comme l'agneau qui vient de naître. C'est à coup sûr cet individu qui aura trouvé un motif crédible pour entrer en relation avec elle. Ces étrangers, ils connaissent toutes les ficelles. Je sais que je ne devrais pas parler ainsi et m'en tenir en somme à des idées préconçues. Mais qu'envisager d'autre ? Vous estimez que c'est là une évidence, et qu'elle saute aux yeux, n'est-ce pas ? Lui demanda Poirot, tout en échangeant un regard avec Hastings. Oui, expliqua Graham, car enfin, l'invention de Sir Claude était de grande valeur, et l'est encore plus que jamais. Cet étranger, dont personne ne sait rien, débarque ici comme en terrain conquis. Un Italien. Sir Claude est mystérieusement empoisonné.
Ce n'est que trop vrai. Où donc avais-je la tête? Sourit Poirot. Les Borgia. Je vous demande pardon, fit le médecin interloqué. Oh, rien, rien, éluda Poirot. Le docteur Graham ramassa sa sacoche et s'apprêta à partir. Bon, il faut que je me dépêche. Mes patients. Il tendit la main à Poirot, qui la lui serra avec effusion. Au revoir, mon cher docteur. Et ce revoir ne saurait sans doute tarder. Sur le seuil, Graham se retourna. À bientôt, monsieur Poirot. Vous voudrez bien veiller à ce que personne ne touche quoi que ce soit dans cette pièce jusqu'à l'arrivée de la police, n'est-ce pas? C'est de la plus extrême importance. Très volontiers. J'en fais une affaire personnelle, lui assura Hercule Poirot. Le médecin sortit en refermant la porte derrière lui. Entre nous, Poirot, commenta Hastings, mi-figue, mi-raisin, je n'aimerais pas être malade dans cette maison. D'abord, parce qu'il semble qu'un empoisonneur s'y promène, et puis parce que ce jeune toubib ne m'inspire guère confiance. Poirot adressa à Hastings une œillade amusée. Espérons que nous serons partis avant que de tomber malade, mon tout bon. Puis il marcha vers la cheminée et pressa le bouton de sonnette. Et maintenant, Hastings, au travail, lança-t-il en rejoignant son compère qui contemplait la table basse d'un œil hébété. Que comptez-vous faire? Demanda le capitaine. Vous et moi, mon excellent ami, décréta Poirot avec un pétillement dans les yeux, allons passer César Borgia à la question. Treadwell entra en réponse au coup de sonnette de Poirot. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, Treadwell. Pourriez-vous, je vous prie, demander à ce monsieur italien, le docteur Carelli, d'avoir la gentillesse de venir jusqu'ici? Certainement, monsieur, répondit Treadwell. Le majordome quitta la pièce et Poirot se dirigea vers la table pour y prendre la boîte aux produits pharmaceutiques. Il serait bon, je crois, confia-t-il à Hastings, de remettre ces médicaments si dangereux à leur place. De l'ordre et de la méthode, avant toute chose. Toujours cette soif de symétrie et de rangement, hein? S'exclama Hastings. Mais je veux croire qu'en l'occurrence, vous avez autre chose en tête. Et quoi donc? S'enquit Poirot. Je sais de quoi il retourne. Vous ne voulez pas effaroucher Carelli. Après tout, qui donc a manipulé ces produits hier au soir? Lui, entre autres. S'il les voyait en évidence sur la table, cela pourrait lui mettre la puce à l'oreille, n'est-ce pas? Toujours juché sur sa chaise, Poirot appliqua au capitaine une chiquenaude sur le sommet du crâne. « Finot, l'ami Hastings, hein ?» gloussa-t-il en lui prenant la boîte des mains. « Je vous connais trop bien, » insista ce dernier. « Ce n'est pas à moi que vous jetterez de la poudre aux yeux. » Tandis que Hastings prononçait cette phrase malheureuse, Poirot passa un index furteur sur le fronton de la bibliothèque, ce qui souleva un nuage de poussière qui s'en vint retomber en pluie sur le visage levé de son ami. « En fait, de poudre aux yeux, je crois que vous voilà servi, très cher, » s'esclaffa-t-il en passant de nouveau délicatement son doigt sur l'étagère avant de le retirer avec une grimace. « Il semble que j'ai trop vite chanté les louanges de la domesticité. C'est plein de poussière là-dessus. Je regrette de n'avoir pas un bon chiffon humide pour enlever tout ça. » « Mon cher Poirot, » rit de bon cœur Hastings, « vous n'êtes pas femme de ménage. »« Hélas, non, » répondit tristement Poirot. « Le sort a voulu que je ne sois que détective. »« Oui, eh bien, il n'y a rien à détecter là-haut. Alors, redescendez. »« Vous l'avez dit, il n'y a rien à... » Poirot s'interrompit net et resta figé, debout sur sa chaise, comme si la foudre divine l'avait changé en pierre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'impatienta Hastings. « Descendez. Le docteur Carelli va arriver d'une minute à l'autre. Vous ne voulez pas qu'il vous trouve là-haut, n'est-ce pas ?»« Vous avez raison, » acquiesça Poirot en descendant lentement de sa chaise, le visage grave. « Mais enfin, que se passe-t-il ?» tempêta Hastings. « Il se passe que je viens de penser à quelque chose, »
répondit Poirot, le regard lointain. Vous venez de penser à quoi? À de la poussière, Hastings. À de la poussière, répéta-t-il, énigmatique. Il n'avait pas plutôt achevé sa phrase que la porte s'ouvrit, livrant passage au docteur Carelli. Poirot et lui se saluèrent avec force courbette et salamalek, chacun mettant par politesse un point d'honneur à s'exprimer dans la langue natale de son vis-à-vis. « Ah, monsieur Poirot, commença Carelli dans son plus beau français. Vous voulez me questionner? Si, signor dottore, et si lei permette, répondit Poirot. Ah, lei parla italiano? Si, ma preferisco parlar in francese. Dans ce cas, trancha Carelli, revenant aussitôt à la langue de Molière. Que souhaitez-vous me demander? Dites donc, tonna soudain Hastings, plus cockney que réellement oxfordien. Que diable signifie tout ce charabia? Ah, ce pauvre Hastings n'a rien d'un linguiste. Je l'avais oublié, s'émut Poirot. Je crois que nous ferions mieux tous deux de nous cantonner à l'anglais. Je vous demande 1000 pardons. Il en ira comme vous le souhaitez, consentit Carelli. Il s'adressa à Poirot avec toutes les apparences de la plus grande franchise. Je suis heureux que vous m'ayez envoyé chercher, monsieur Poirot. Ne l'auriez-vous pas fait que j'aurais moi-même sollicité une entrevue? Vraiment, fit Poirot en lui désignant une chaise à côté de la table. Carelli s'installa cependant que Poirot s'asseyait dans le fauteuil et que Hastings prenait confortablement place sur le canapé. Absolument, poursuivit le médecin italien, car il se trouve que des affaires urgentes m'appellent à Londres. Je vous en prie, continuez, l'encouragea Poirot. Oui, j'ai évidemment fort bien compris la situation. Hier au soir, un document précieux avait été volé. J'étais le seul étranger présent. Aussi ai-je volontiers accepté de rester pour permettre qu'on me fouille, voire même pour insister qu'on le fasse. L'homme d'honneur que je suis ne pouvait agir autrement. Tout à fait, convint Poirot. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est différent, répondit Carelli. Comme je vous l'ai signalé, des affaires urgentes m'appellent à Londres. Et vous souhaiteriez par conséquent pouvoir vous retirer? Tout juste. Cela semble après tout fort naturel, commenta Poirot. Qu'en pensez-vous, Hastings? Lequel Hastings se garda bien de répondre cependant que son expression prouvait éloquemment qu'il ne trouvait pas cela naturel du tout. Peut-être qu'un mot de vous à monsieur Amaury, monsieur Poirot, réglerait la question, suggéra Carelli. J'aimerais éviter toute contestation. Mes bons offices vous sont acquis, docteur, lui assura Poirot. En attendant, peut-être pourrez-vous m'aider à éclaircir 1 ou 2 points de détail. Je ne serais que trop heureux de vous être utile. Poirot réfléchit quelques instants avant de poser sa première question. Mrs. Richard Amaury est-elle pour vous une amie de longue date? De très longue date, répondit Carelli. Il poussa un soupir. Ce fut pour moi une délicieuse surprise que de la rencontrer de façon aussi inopinée dans ce coin perdu. Inopinée, dites-vous? Tout à fait, confirma Carelli en jetant un bref regard au détective. Tout à fait inopinée, répéta Poirot. Voyez-vous ça? Une certaine tension s'était insinuée dans l'atmosphère. Carelli adressa un regard acéré à Poirot, mais ne releva pas. « Vous vous intéressez aux dernières découvertes de la science ?» lui demanda ce dernier. « Cela va de soi, je suis médecin. »« Ah, mais l'un ne sous-entend pas obligatoirement l'autre. Que vous soyez fasciné par un nouveau vaccin, un nouveau rayon, un nouveau virus, je le conçois sans peine. Un nouvel explosif, en revanche, est-ce là vraiment du ressort d'un docteur en médecine? La science, sous ses multiples aspects, devrait nous intéresser tous autant que nous sommes, insista Carelli. Elle représente le triomphe de l'homme sur la nature, à qui il arrache ses secrets en dépit de l'opiniâtre résistance qu'elle lui oppose.
Poirot hocha la tête en signe d'acquiescement. C'est très beau, ce que vous dites là. C'est même admirable et infiniment poétique. Mais, comme mon précieux ami Hastings vient juste de me le rappeler, je ne suis qu'un détective. Je n'atteins pas ces hauteurs de vue. J'évalue les choses d'un point de vue plus matériel. Cette découverte de Sir Claude, elle valait une grosse somme, hein? Possible, fit Carelli d'un air dédaigneux. Je n'ai guère réfléchi à cet aspect de la question. Vous êtes à l'évidence un homme qui a de grands principes, observa Poirot, et sans doute également de gros moyens. Voyager, par exemple, est un passe-temps onéreux. Il faut bien voir le monde dans lequel on vit, objecta Carelli, pince sans rire. Certes, admit Poirot, et aussi les gens qui y vivent. Des gens bien souvent à la limite de l'étrange. Le voleur, par exemple. Quelle curieuse mentalité il doit avoir. Très curieuse, je suis bien de votre avis, acquiesça le médecin. Et le maître chanteur, donc, renchérit Poirot. Qu'entendez-vous par là? S'offusqua Carelli. Que le maître chanteur, lui aussi, doit avoir une mentalité très particulière, s'expliqua bien volontiers Poirot. Il y eut de part et d'autre un silence contraint avant que le petit Belge ne reprenne. Mais nous nous écartons de notre sujet. La mort de Sir Claude Amaury. La mort de Sir Claude Amaury? En quoi serait-ce notre sujet? Ah, c'est vrai, vous ne le savez pas encore. Navré de vous apprendre que Sir Claude n'est pas décédé d'une crise cardiaque. Il a été empoisonné. Poirot observa attentivement la réaction de l'Italien. « Tiens » murmura ce dernier avec un hochement de tête. « Cela ne vous surprend pas outre mesure » demanda Poirot. « Franchement, non » répondit Carelli. « Je l'avais subodoré hier au soir. » Vous conviendrez que ce fait nouveau soit de nature à rendre la situation beaucoup plus sérieuse, déclara Poirot. Son ton se durcit. Vous ne pourrez pas quitter la maison aujourd'hui, docteur Carelli. Se penchant vers Poirot, le médecin s'enquit. Vous établissez un lien entre la mort de Sir Claude et le vol de la formule? Bien évidemment, répondit Poirot. Pas vous? Carelli reprit à voix pressée et insistante. N'y aurait-il d'après vous personne dans cette maison qui, indépendamment du vol de la formule, ait pu désirer la mort de Sir Claude? Que va apporter sa disparition à la plupart des membres de sa famille? Je vais vous le dire, moi. Elle va leur apporter la liberté, monsieur Poirot. La liberté. À quoi vous ajouterez ce que vous avez cru bon de mentionner il y a peu. L'argent. Ce vieil homme était un tyran. Et, pour ce qui n'avait pas trait à son cher travail, un grigou. Vous avez observé tout cela en une seule unique soirée, docteur, demanda ingénument Poirot. Et si cela était, répliqua Carelli, j'ai des yeux dont je sais me servir. 3 personnes au moins, sous son propre toit, souhaitaient sa disparition. Il se leva et consulta la pendule sur la cheminée. Mais ce n'est pas pour moi le problème de l'heure. Hastings se pencha en avant, captivé, cependant que Carelli poursuivait. Ce qui me contrarie au-delà de toute expression, c'est de ne pouvoir honorer mon rendez-vous de Londres. Désolé, docteur, compatit Poirot. Mais qui puis-je? Bon, en tout état de cause, j'imagine que vous n'avez plus besoin de moi. Dans l'immédiat, non. Carelli se dirigea vers la porte. Je vais vous signaler encore une bonne chose, monsieur Poirot, annonça-t-il au moment de quitter la pièce et en se retournant pour faire face au détective. Il y a des femmes qu'il est dangereux de pousser à bout. Poirot plongea dans une de ses courtoises courbettes habituelles, à quoi Carelli répondit non sans ironie en se prosternant plus bas encore avant d'effectuer sa sortie. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, de mettre un commentaire,
de vous abonner ou partager. À bientôt pour la suite.